Dans l'épisode d'aujourd'hui du podcast Kuboka, des dirigeants et des tueurs de quartier de Kabgayi se sont rendus là où de nombreux Tutsis s'étaient réfugiés avec des listes des Tutsis qui devaient être tués. Cela s'est produit entre avril et juin 1994 avant que les forces de l'APR libèrent la ville de Kabgayi. Au cours des premières semaines de juin 1994, l'ancien premier ministre Kamban Dajan a appelé Pauline Nyiramassouhouko pour redoubler d'efforts dans le soi-disant programme d'autodéfense civile en augmentant le nombre d'Interahamwe. Ils espéraient que chacune des 145 communes du Rwanda pourrait offrir au moins 30 jeunes une formation militaire afin de recevoir des armes qui sont introduites clandestinement au pays à cette époque. Les faits marquant l'exécution du génocide le 2 juin 1994. Les troupes d'IFPR Inkotanyi ont sauvé des Tutsis dans le camp de concentration de Kabgayi. Les réfugiés de Kabgayi étaient installés dans les différents bâtiments de l'église catholique repris ci-après. Ceux de l'école primaire de Kabgayi A, ceux de l'école primaire de Kabgayi B, ceux de l'école secondaire Saint-Joseph, ceux du petit séminaire Saint-Léon, ceux du grand séminaire de Kabgayi Philosophécum, les bâtiments Saint-Kagwa où était situé la Trafipro, bâtiment connu sous l'appellation de CND, les salles où étaient dispensés des cours de catéchisme, l'endroit appelé Gishumba et les bâtiments de l'hôpital de Kabgayi. Dans ces bâtiments, à l'exception de ceux de Kagwa, CND, les réfugiés Tutsis cohabitaient avec des réfugiés Hutus qui avaient fui la guerre, dont la plupart étaient venus de Nyakyonga. À l'évêché de Kabgayi, y habitaient également des militaires et les Tutsis qui s'étaient réfugiés dans la cathédrale de Kabgayi en ont été chassés sur l'ordre de Monseigneur Tadin Nsengiyumva qui dirigeait le diocèse de Kabgayi sous prétexte d'éviter à la cathédrale d'être détruite. Monseigneur Tadin Nsengiyumva a demandé à ce que les Tutsis quittent la cathédrale pour ne pas y être tués pour éviter la saleté que cela amènerait dans la cathédrale, raison pour laquelle ceux qui étaient tués l'étaient pour la plupart à l'extérieur de la cathédrale. Et pourtant, une messe était célébrée chaque jour dans cette cathédrale et même des tueurs y assistaient avant d'aller chercher des Tutsis à tuer. Sur la route qui reliait Gitarama à Kabgayi étaient installées de nombreuses barrières, raison pour laquelle un grand nombre de Tutsis qui venaient se réfugier n'ont jamais pu arriver dans le camp de Kabgayi. Les barrières étaient installées aux endroits suivants. À Rugeramigozi, sur la route qui mène à Mbare, en dessous du cimetière des prêtres de Kabgayi, devant l'école des sciences des infirmières, devant l'imprimerie de Kabgayi, à l'entrée de l'hôpital de Kabgayi et sur la route qui menait au grand séminaire de Kabgayi. Certaines dates sont connues pour avoir été marquées par les massacres d'ampleur à Kabgayi. Au début du mois d'avril 1994, à l'école des sciences infirmières, un groupe de tueurs composé de militaires a attaqué l'école pour traquer l'animatrice du nom de Umurungi Chantal, qui était une Tutsi. La directrice de l'école, une Hutu du nom de Mukandanga Dorothée, s'est interposée pour protéger l'animatrice et a refusé qu'ils amènent l'animatrice avec eux. Et elle s'est opposée à ce qu'ils violent d'autres filles qui s'y trouvaient. Les tueurs ont immédiatement fusillé la directrice Mukandanga, Umurungi Chantal et son frère Mugunga Narcisse qui étaient venus la visiter. Ces deux derniers étaient les enfants de Mobiruka Jean-Baptiste, originaire de Nyanza. Le 15 avril 1994, un groupe de tueurs a attaqué l'école Saint-Joseph et, pendant 5 heures, se sont mis à sélectionner leurs victimes. Ils ont amené avec eux de nombreux Tutsis, dont l'épouse de Rudahunga Louis, Justin, qui enseignait à l'ETK et d'autres. Le 8 mai 1994, un groupe de militaires est retourné dans cette école en possession de la liste des Tutsis qu'ils voulaient amener avec eux. Ce jour au matin, ils ont amené 27 Tutsis au camp militaire de Gitarama et les ont battus toute la journée jusqu'à les tuer. Le soir, les tueurs ont divisé les victimes en 3 groupes et sont allés les tuer, les uns à Murambi, Gitarama, d'autres à Byimana et le reste à la rivière Nyabarongo. Parmi les 27 Tutsis, un seul a pu survivre. Parmi ces victimes, il y avait notamment Rwichane Emmanuel qui travaillait au ministère de l'Éducation, au bureau pédagogique, section Histoire, Gatsinzi Gervais, enseignant à la CEJ Karama, Niyoyitandre, Ntibyiragwa Jean-Marie Vianney alias Maso, Hodari, Nyakarashinyas, qui enseignaient tous au collège Saint-Joseph de Kabgayi, et d'autres qui n'ont pas été identifiés. Le 24 mai 1994, des Tutsis qui étaient au grand séminaire de Kabgayi ont été amenés pour aller être tués à Byimana. Les dirigeants de l'église catholique à Kabgayi avaient donné comme instruction que les religieux devaient aller se réfugier au grand séminaire de Kabgayi, où des réfugiés Tutsis se trouvaient déjà. Il y avait même des réfugiés Hutus qui étaient venus de Kigali et d'ailleurs. Certains parmi les membres du gouvernement
génocidaires y logeaient, dont Kambanda et Sindi Kubwabo, ainsi que Kalisa Nzabahimana et Eliezer Niyitegeka. Mais le plus souvent, ils s'y rendaient la nuit. Chaque catégorie était installée à part, mais les religieux, quant à eux, cohabitaient sans aucune distinction. À cette date, le grand séminaire a été encerclé vers 10h du matin par des tueurs, aussi bien des civils que des militaires, lesquels ont sorti tous les réfugiés et les ont regroupés ensemble. Il y avait un grand séminariste Hutu d'Inodo Adalbert Nemeabahizi qui a amené une liste de Tutsis qui ont été appelés et amenés pour être tués. Adalbert Nemeabahizi a été ordonné prêtre après le génocide et s'est exilé en Belgique où il vit actuellement. Il a été condamné in absentia à 19 ans de prison par un tribunal Gacaca. Parmi les religieux qui ont été amenés pour être tués, il y avait les frères Joséphite, Murekezi Fidèle, Mugabe Emmanuel, Munyanshongore Martin et Rusezerangabo Théophile. Il y avait aussi les frères maristes Gatari Gaspard, Nyinhindi Canisius et Bisengimana Fabien. Les tueurs ont également amené la sœur Benebikira d'Ino de Benigne Manahakana, les abbés Niwenshuti Célestin, Moussonela Kariste et Nyiribakwe Vedaste qui enseignaient au grand séminaire de Nyakibanda. Les tueurs ont également amené Karinda Viateur, journaliste à Radio Rwanda. Tous ceux-ci ont été tués alors que le même jour, Monseigneur Tadin Sengyumva était venu tenir une réunion avec les réfugiés. Mais quand il a vu les tueurs encercler le lieu, il est monté immédiatement dans sa voiture et est retourné à sa résidence. Le 29 mai 1994, des tueurs ont à nouveau attaqué l'école Saint-Joseph. Les tueurs avaient amené avec un bus dans lequel ils embarquaient les Tutsis qu'ils allaient tuer sur la rivière Nyabarongo. Parmi les Tutsis qui ont été amenés, il y avait notamment Rurango Alexis, qui était juge, Rwagakiga Prudence, commerçant Ngororero, Mukobwa Jeanne Eugénie, Gasasira Vital, Mukangamije Beline, qui travaillait à l'école Saint-Joseph, Utazi Rwanda Léonard, Mucyura Buhoro, fils de Gatabazi, Munyeshuri Jean-Marie Vianney, qui était agronome, Habimana Deo Gratias, qui était enseignant, et bien d'autres. Au cours du mois de mai 1994, à une date non formellement identifiée, à l'endroit où était situé la Trafic-Pro, endroit désigné comme sous la domination de CND, des militaires sont venus et ont amené des Tutsis, dont Isidore, fils de Ruyenzi, Kajangwe Célestin, Nizeyimana Jean Bosco et d'autres, qui ont tous été massacrés. Toujours au cours de ce mois, l'école primaire de Kabgayi a été attaquée par des tueurs de Mushubati appelés Abazuru, qui ont également à plusieurs reprises attaqué les différents bâtiments du camp de Kabgayi. Parmi les différentes attaques qu'ils ont menées à Kabgayi, lors de l'Inedel, ils ont tué 6 personnes dans le bois situé en dessous du centre des enfants handicapés. 2 attaques de grande ampleur ont été menées contre le petit séminaire Saint-Léo de Kabgayi entre les mois de mai et juin 1994. La première a été menée fin mai 1994 et de nombreux Tutsis ont été sélectionnés et amenés au cours d'une fouille dans cet établissement. Ces Tutsis ont été tués dans le bois de Bimana et ailleurs. La deuxième attaque a été menée par des Interahamwe de Mushubati qui se faisaient appeler Abazuru et qui ont amené des Tutsis de Mushubati qui s'étaient réfugiés à Kabgayi pour aller les tuer. Une attaque a été menée le 30 mai 1994 dans tous les endroits où s'étaient cachés les Tutsis à Kabgayi, parmi lesquels certains ont été sélectionnés et embarqués dans des bus pour aller être tués en Ngororero. Cette attaque a été menée par des assassins venus de Ngororero qui recensaient les corps sans vie de leurs victimes et lorsque des Tutsis manquaient à l'appel, les assassins allaient vérifier si ceux-ci ne s'étaient pas réfugiés à Kabgayi. C'est pourquoi ces Tutsis étaient amenés et tués en Ngororero, quoique parmi eux, il y en avait qui n'étaient pas originaires de cette localité. Parce qu'à Kabgayi s'étaient réfugiés des Tutsis qui étaient venus de nombreuses localités du pays, les autorités de diverses communes et des tueurs d'autres préfectures venaient à Kabgayi avec les listes de Tutsis originaires de leur commune qui s'étaient réfugiés à Kabgayi et amenaient ceux-ci les tuer dans d'autres localités. Les Tutsis étaient parfois dénoncés par des réfugiés Hutus avec lesquels ils cohabitaient, qui les avaient trouvés à Kabgayi et qui venaient de localités qui ont été prises par les troupes d'IFP Nkotani. Parmi les tueurs, il y avait des gendarmes, des militaires de la garde présidentielle, des militaires et des membres du gouvernement génocidaire. Les Tutsis étaient tués, mais également les femmes et les filles ont été violées. Les tueurs, souvent après avoir abusé d'elles. Des obus de gros calibre étaient parfois lancés sur les réfugiés Tutsis, surtout sur les bâtiments appelés CND, et tuaient certains d'entre eux. Des Tutsis qui s'étaient réfugiés à Kabgayi sont également morts de faim et de maladies causées par la saleté parce qu'il n'y avait plus d'eau. Les cadavres se sont accumulés, la puanteur est devenue insupportable et les tueurs ont pris la décision de ne plus tuer à l'intérieur du camp, mais d'amener des véhicules dans lesquels ils embarquaient les Tutsis à partir des plus éduqués et les plus nantis qu'ils avaient déjà recensés. Et surtout les hommes et les jeunes gens de sexe masculin pour aller les tuer dans une autre localité.
Chaque jour, des Tutsis étaient tués, raison pour laquelle connaître le nombre exact des victimes est difficile. Parmi les responsables des massacres qui ont été commis à Kabgayi, il y avait notamment le sous-préfet Misago Rutegesha Antoine, que la juridiction Gachacha du secteur Gitarama a condamné à la prison à perpétuité. Il était l'un des leaders de la CDR au niveau national, comme deuxième vice-président. Il y avait aussi le sous-préfet Gatera Gaspard, que la juridiction Gachacha du secteur Gitarama a condamné à la prison à perpétuité. Gahute Manuel de Marere, qui était agent de renseignement à la préfecture de Gitarama, condamné à 30 ans de prison par la juridiction Gachacha du secteur Gihumabe. Sagahutu Thomas, qui était agent du service émigration et immigration. Gilbert, qui était représentant du parti CDR de la ville de Gitarama. Le sergent-major Karata. Le séminariste Adalbert Nemeyabahizi, qui a dénoncé ses collègues religieux qui ont été tués. Il vit en Belgique et il a été ordonné prêtre. Il y avait aussi Gassirikare, un réfugié Hutu qui était venu de Nyakyonga, mais qui s'était infiltré parmi les Tutsis qui se trouvaient dans les bâtiments Trafic Pro et les dénonçait. Le sous-lieutenant Musabyimana, Philippe, fils de Théopiste, le major Nyirakizimana Marie, qui a été condamné à la prison à perpétuité et qui est incarcéré au Rwanda. Tuyisenge Narcisse, condamné à 15 ans de prison. Hakizimana Papias, condamné à 15 ans de prison. Nicolas Arias Bob, fils de Lupacha Janvier, qui a été condamné à 19 ans de prison. Et Rondir, qui lui aussi a été condamné à 19 ans de prison. Il y avait aussi Nejia Protogène, qui a été condamné à 30 ans de prison. Ces derniers ont tous été condamnés par la juridiction Gachacha de Gitarama et bien d'autres. Parmi les tueurs de Mushubati, il y avait notamment Saddam, Mitterrand, Bassese Kaza, Twagirimana Clément, Protogène, Evode, fils de Revokati, Mutabaruka Hassan, les militaires Rachid Essemanyez Jean-Claude, Mugemana, Kimonyo Tarsis, qui était chauffeur, des militaires qui portaient des noms d'emprunt comme Shitani et Kajisho, qui vivaient dans le camp militaire de Gitarama et étaient souvent en compagnie d'un civil Dino de Gikeri, Nsanzineza Vincent et d'autres. La prise de Kabgayi a mis à mal le gouvernement Kambanda, lequel a intensifié la mise en œuvre du génocide et ses démarches pour l'acquisition d'armes et de munitions pour achever une fois pour toutes l'extermination de Tutsis. Cela commença à partir du 3 juin 1994. En effet, le gouvernement de Kambanda a décidé de continuer à massacrer les Tutsis et les conseils des ministres ont mis beaucoup d'efforts pour réaliser cette priorité criminelle. Paulina Nyiramasuko, ministre de la Famille, a consigné dans son agenda que le Conseil des ministres du 1er juillet 1994 a décidé que les ministres devaient continuer à superviser la mise en œuvre du génocide à travers le programme autodéfense civile dans toutes les préfectures. La préfecture de Gitarama devait continuer à être supervisée par le ministre Kalisa Nzabonimana, celle de Gisenyi par le ministre Augustin Ngirabatware et Jean de Dieu Habineza, et les autres préfectures par les ministres qui leur avaient été assignés. Dans le cadre de l'accélération de l'autodéfense civile, Nyiramasuko était chargé de la supervision de ce programme criminel de la préfecture de Butare. Karemera Edouard et Eliezer Nitegeka s'occupaient de la préfecture d'origine Kibuye. Le 31 mai 1994, Nyiramasuko a également consigné dans son agenda qu'elle a organisé des réunions dans les communes Muyaga, Rusatira, Ruhashya et Nyabisindu. Elle n'a cependant pas identifié qui a participé à ces réunions, mais a mentionné qui ont été discutés les aspects relatifs à la guerre. Elle a notamment écrit, je cite, « Approvisionner les troupes au front n'est pas possible. Elles doivent prendre les provisions sur ce qu'il y a sur place. » Fin de citation. Nyiramasuko a écrit sur la manière dont le génocide contre les Tutsis devait continuer à être mis en œuvre et elle a exprimé notamment à ces termes, je cite, « Fouiller toutes les habitations, débroussailler et déboiser partout, fournir à la population des vêtements chauds, acquérir des machettes, intensifier la surveillance, sélectionner 2000 jeunes gens de confiance en dehors de 2 jours et se parer de feuilles de bananier sèches en guise de signe de ralliement de personnes ayant le même objectif. » Fin de citation. Nyiramasuko a désigné par leur nom les autorités qui devaient coordonner la sélection des jeunes gens d'Ambutare. En plus de ceux qui étaient chargés de la mise en œuvre du génocide dans les communes et de fournir le matériel nécessaire, Nyiramasuko notait que la commune Maraba devait être supervisée par Munyeragwe, directeur de la prison de Butare, qui avait été chargé de sélectionner 30 jeunes gens. La commune Rushashya était supervisée par Mathias Bushishi, procureur de la République à Butare, et qui avait été chargé de sélectionner 30 jeunes gens. Commune Rusatira, supervisée par Sylvain Hanouari, qui était chef du service de renseignement à la préfecture de Butare et qui avait été chargé aussi de sélectionner 60 jeunes gens dans la commune Rusatira. La commune Mugusa était supervisée par le colonel Alphonse Neziriayo, préfet de Butare, qui avait été chargé de sélectionner 60 jeunes gens Hutus.
Les communes de Runyinya et Gishamvu, le nombre de jeunes gens sélectionnés n'était pas mentionné par Nyiramasouko, mais Nyiramasouko a indiqué que c'était le sous-préfet Asiel Simbarikure qui devait s'en charger. Cette intention d'augmenter le nombre d'Interahamwe dans tout le pays a été confirmée par Jean Kambanda, qui, en date du 4 juin 1994, a consigné dans son agenda que pour vaincre l'ennemi, il est désormais nécessaire de sélectionner 30 jeunes gens Hutus dans chaque commune, c'est-à-dire 30 fois 145 communes, c'est-à-dire au total 4350 jeunes gens Hutus. La coordination de cette opération a été assignée à la ministre Paulina Nyiramasouko. À cette période, il se disait aussi que les armes qui avaient été commandées en Afrique du Sud devaient arriver au Rwanda le lundi 7 juin 1994 dans l'avant-midi. Dans son agenda, Nyiramasouko a également écrit qu'une attention particulière devait être prêtée à la commune Ngoma à Butare et qu'il était nécessaire de ratisser les bois pour débusquer les personnes qui s'y étaient cachées parce que le territoire de cette commune est couvert aux 3/4 par des bois. Nyiramasouko a aussi noté qu'à chacun doit être assigné une tâche et que dans chaque cellule, il doit y avoir au minimum 5 responsables. Elle a aussi révélé que l'Université nationale du Rwanda à Butare avait demandé de recevoir des armes dans le cadre de l'autodéfense civile et que l'université était prête à payer le prix de ces armes. Cette intention d'accélérer le génocide par l'extermination de Tutsis qui avait jusqu'à cette période survécu transparaît également dans les agendas de Jean Kambanda, qui était Premier ministre, Augustin Ngirabatware, ministre du Plan, Edouard Karemera, ministre de l'Intérieur. Kambanda et Karemera, rappelons-le, ont été condamnés à la prison à perpétuité, tandis que Ngirabatware l'a été à 35 ans de prison par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Le 1er juin 1994, Nyiramasouko a écrit dans son agenda qu'un conseil des ministres s'est tenu à cette date et a discuté de la situation de la guerre et qu'il a été informé que les militaires du gouvernement qui faisaient partie du 96e bataillon qui étaient positionnés à Muvumba ont été vaincus et qu'ils ont abandonné les positions et ont fui vers Byumba pour continuer après à Rwamagana, Kibungo, Bugesera, Nyanza et Rukondo. Nyiramasouko a écrit que le conseil du gouvernement a conclu que l'armée avait besoin de matériel et qu'elle avait le problème d'avoir des complices du FPR Inkotanyi dans ses rangs, disait-il. Et il y avait aussi un manque d'unité entre ses membres, dont certains souhaiteraient avoir des négociations avec l'ennemi. Nyiramasouko a consigné dans son agenda que lors de son conseil des ministres du 1er juillet 1994, celui-ci a également discuté sur l'achat d'armes, de munitions et autres matériels militaires. Selon Nyiramasouko, le gouvernement a libéré un montant de 9 millions de dollars américains pour acheter des armes à l'Égypte. Une autre somme de 4 200 000 dollars américains destinée à l'achat d'armes a été transférée par le biais d'un Français du nom de Dominique Yves Romonier et sous la supervision du colonel Bagosora et du lieutenant-colonel ingénieur Jean Bosco Ruharahoza. Nyiramasouko a aussi mentionné qu'une autre somme de 2 200 000 dollars américains avait été payée il y avait déjà 7 mois pour l'acquisition d'armes et qu'il y avait un espoir que ces armes allaient être livrées au Rwanda. Toujours selon Nyiramasouko, Frodouari Karemera était en mission à l'étranger pour négocier un achat d'armes mais n'était pas encore rentré au pays. Dans l'agenda de Jean Kambanda, il apparaît que dans son conseil des ministres du 1er juin 1994, le gouvernement a décidé que la banque de Kigali devait être contrainte de libérer de la monnaie en devises étrangères pour que ces armes puissent être achetées. Dans son agenda, Augustin Ngirabatware mentionne cette problématique pour le gouvernement de la source des sommes nécessaires et écrit que lors du conseil des ministres du 6 juin 1994, le gouvernement a décidé que la monnaie en devises disponible à la Société nationale d'assurance du Rwanda, Sonarwa, devait être libérée et utilisée. Dans le contenu de l'agenda de Jean Kambanda, relatif au Conseil des ministres du 4 juin 1994, il est écrit que le Conseil du gouvernement a aussi discuté de la recherche de près de 1500 mercenaires pour appuyer l'armée du gouvernement. Dans la réunion du 5 juin 1994, Kambanda a eu avec le commandant de l'armée et de la gendarmerie, comme il l'a écrit dans son agenda, il a été décidé d'aller à la recherche de ces mercenaires aux États-Unis d'Amérique et en Belgique. Le conseil du gouvernement du 4 juin 1994 a également décidé que, parce que la ville de Gitarama avait été prise par le FPR Inkotanyi et militaire, le major Rukulikiyezu Jean Damascène avait été nommé préfet en remplacement de Fidèle Uwizeye. L'agenda de Jean Kambanda mentionne aussi que le conseil des ministres du 6 juin 1994 a libéré de grosses sommes d'argent destinées à 2 contrats de commande d'armes en Chine.
Le premier contrat portait sur un montant de 1 600 000 $ américains, tandis que le deuxième portait sur 2 200 000 $ américains. Ce conseil a mentionné également l'existence d'un contrat que Jean Kambanda avait signé avec un Français dont l'identité n'a alors pas été révélée. Celui-ci a cependant pu être identifié plus tard après le génocide en la personne de Dominique Yves Monnier, qui possédait une société commerciale d'armement du nom de Dir Invest qui avait son siège à Annecy en France. Dans son agenda, Kambanda écrit également que parmi les sujets discutés au cours du Conseil des ministres du 4 juin 1994, il a été constaté que l'image du gouvernement criminel était exécrable à l'étranger et qu'il fallait faire tout son possible pour l'améliorer. Kambanda n'a évidemment pas mentionné que la cause de cette mauvaise image était le massacre commis par son gouvernement, quoiqu'il est évident que ça n'était bien la cause. Kambanda écrit également que la France était prête à le soutenir, mais qu'elle a demandé que Kambanda et son gouvernement se mettent rapidement à la recherche de preuves que l'Ouganda soutient activement le FPN Nkothanyi, ce qui permettrait à la France de se servir de ce prétexte pour justifier l'assistance qu'elle était disposée à apporter au gouvernement génocidaire. Dans l'agenda d'Ongirabatware se trouvent des éléments relatifs à la nouvelle stratégie de communication qui devait être adoptée. Ngirabatware écrit en effet que le Conseil des ministres du 6 juin 1994 a décidé de la signature de contrats de communication avec 3 sociétés françaises et américaines spécialisées en la matière et qui devaient aider le gouvernement à escamoter la mise en œuvre du génocide. Il a été également décidé que le président de la République et le Premier ministre devaient entreprendre des voyages à l'étranger pour expliquer la légitimité du conflit qu'ils menaient. C'est dans ce cadre que le président Sindiko Ubwabo devait d'abord aller à Addis Abeba, au siège de l'Organisation de l'Unité africaine, pour y faire du lobbying auprès des États africains. Et une guerre médiatique devait désormais être menée par le gouvernement criminel. Augustin Ngirabatware a également mentionné dans son agenda que le Conseil des ministres du 4 juin 1994 a constaté qu'au sein des miliciens et des militaires, certains d'entre eux étaient privilégiés par rapport aux autres, d'où des problèmes de mésentente alors qu'ils devaient être unis pour combattre efficacement l'ennemi. Ce Conseil du 6 juin 1994 a également discuté du problème de la présence de soi-disant complices du FPN Nkothanyi au sein de l'armée gouvernementale, dont certains étaient des Tutsis, mais que parmi les Hutus du sud du pays, il y avait aussi des complices de l'ennemi, à cause des problèmes de mésentente basés sur le régionalisme nord-sud. Ce problème de régionalisme a également été consigné par Kambanda dans son agenda, dans lequel il a écrit qu'il y avait des problèmes de mésentente au sein de l'armée, et il a ajouté que personne ne devrait exagérer le problème de complicité au sein de la gendarmerie. Mais, même si Kambanda semblait ne donner aucune valeur à ce problème de mésentente, de division au sein de la gendarmerie rwandaise, c'était un mensonge de sa part, puisque lors de précédents conseils des ministres, comme celui du 4 juin 1994, ce problème au sein de la gendarmerie avait été largement discuté. Dans son agenda, Jean Kambanda mentionne que le conseil du gouvernement du 4 juin 1994 a discuté du remplacement du général Ndindirima Augustin à la tête de la gendarmerie et qu'il a examiné une liste de candidats potentiels pour le remplacer, mais qu'il n'y a pas eu de consensus sur chacun d'eux. Parmi ces candidats, il y avait le colonel Nyirimanzi, le colonel Rutayisire, le colonel Ntihiragabo et le colonel Paul Rwarakabije. Augustin Ngirabatware a quant à lui écrit que le Conseil du 6 juin 1994 a décidé de mettre plus de rigueur dans les modalités de fonctionnement de l'autodéfense civile, que le gouvernement devait donner à la population les moyens de s'en occuper et que les déplacés de guerre devaient être exhortés à réintégrer leurs biens. Pour que cela soit possible, Augustin Ngirabatware a écrit que le gouvernement avait décidé de fixer les modalités de fonctionnement de l'autodéfense civile au niveau de chaque commune et de chaque secteur, et a demandé que les ministres aillent au contact de la population Hutu pour superviser au jour le jour ce programme criminel d'autodéfense civile au lieu d'organiser chaque jour des réunions dans leurs bureaux. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.